Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Salut à vous, bienvenue à Radio Ma'arif, toujours là, nouveau podcast Tribu, troisième de cette série consacrée aux grandes familles tribales marocaines, pas seulement marocaines, mais bien sûr, y compris marocaines. Et on continue vers le nord avec toujours Mustafa Kadeli, qui n'a pas bougé de sa place, ni vers le nord, ni vers le sud. Mustafa, marhaba bik. Merci. Tout va bien. Tu fais partie de quelle de ces trois grandes familles? Ah, bonne question. Ah oui. Théoriquement, je suis un Smodi, mais dans le switching code avec Taznagit. Donc, moi, j'ai grandi avec, en écoutant sur les deux accents. En grandissant, on me dit, là, machi kif kif, wala ma kanfehmch hadik, etc. Je trouvais ça, les gens qui me disaient ça bizarre, alors que moi, j'ai grandi dans deux accents. Et du coup, pour moi, même le switching, c'est juste, pour moi, je croyais que c'est des gens, bon, peut-être ils parlaient avec le nez ou leur bouche était un peu légèrement décalée, mais moi, je ne voyais pas trop la différence. Tu sais, Smodi. Voilà. Alors, c'est bien comme introduction, on l'a pas fait exprès, mais ça sert au moins à une chose, ça a rappelé aux auditeurs qu'on n'est pas en train de parler de groupements ethniques avec des frontières étanches. Non, on est en train de parler de grandes familles tribales qui se sont mélangées, qui ont cohabité, qui ont guerroyé, qui ont commercé, qui se sont alliés. Donc, c'est pas... Ils se sont battus. Voilà, qui ne sont pas des évidences. C'est ça la dynamique de l'histoire. Exactement. Partout, c'est universel. Je veux dire, il n'y a rien de spécifique. Qu'est-ce que c'est beau, le début de podcast, c'est ça la dynamique de l'histoire. Wow. Je veux dire, non, parce que chacun se croit spécifique, mais il n'y a rien de normatif. Chacun soit spécifique, mais il n'y a rien de normatif. On est dans les hautes sphères de la production de podcast. Non, allez, tiens, je vais utiliser une citation pour une fois. Non. Raymond Aron, un grand historien de France, qui a parlé de la théorie de la segmentarité. Bon, mais il a pris les Nuer, un groupement au Soudan, des éleveurs de vaches, qui sont à l'origine de la théorie de la segmentarité. Ensuite, il a été utilisé en Libye. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la théorie de la segmentarité en les segments, soi-disant les divisions, etc. Qui s'emboîtent, etc. Et quand on l'a traduit... C'est-à-dire la famille, la tribu, le machin. Une sorte de division. Non, le problème, c'est quand on l'a traduit en arabe, ça donne inqisamiya. Donc, c'est déjà péjoratif un peu, inqisamiya, c'est-à-dire qsoumi. C'est-à-dire la division, en fait. Voilà, ça renvoie à la division, alors que c'est juste une métaphore et une forme de désigner un système d'organisation basé sur des segments. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi il parlait de segments et non pas de concentriques. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, on a les termes au Maroc. Parce qu'en maths, les segments, c'est très précis. On sait ce que c'est, les segments. On a les termes. C'est un bout de droite. On avait parlé d'Emsmoda, par exemple. Le mot qu'on utilise, nous, alors là, à volonté. Lef. D'ailleurs, on a encore chez l'Adoul, Shahadat al-Lafif. Et Lef, c'est le clan politique dont j'ai parlé sur l'Emsmoda à propos de Tahgouat et Tagouzoul. C'est des Lef. Et Robert Montagne avait utilisé ce terme pour que... Lef, c'est quoi? C'est une association plutôt idéologique, ce que tu es en train de dire? Politique. Voilà. Et on a Shahadat al-Lafif aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens c'est les gens de ta famille qui doivent attester quelque chose. Par exemple, je ne sais pas, une propriété, etc. Enfin, pour éviter les histoires des héritiers probables, ils doivent tous venir chez l'Adoul pour faire ce qu'ils appellent Shahadat al-Lafif. Ça existe encore dans nos normes juridiques. Donc je t'ai coupé, reviens à ces éleveurs de vaches. Oui, Raymond Aron dit remplacer on rigole des Nuer, les vaches, ils se battent pour les vaches ou pour le pâturage, et ça fait rire un peu les gens pour dire c'est des attardés. Il dit mais remplacer les vaches par le pétrole et on y quitte. C'est pas parce que des gens se battent pour les vaches ou pour les espaces de pâturage qu'ils sont arriérés. Exactement, la notion de ressources. À partir de ce moment-là, on est dans l'universel, et c'est Raymond Aron qui disait cela en disant arrêtez de regarder ce que vous appelez les sauvages d'une manière sauvage. Soit tout le monde est sauvage, soit personne ne l'est, mais c'est pas parce qu'on parle des vaches que c'est vraiment... C'est pas plus absurde, c'est pour moi moins absurde, que quand tu découvres qu'une mode, celle de la plume d'autruche en Europe, créée par ricochet, un désastre écologique en Afrique. C'est-à-dire que ça n'a pas plus de sens de se battre pour des plumes d'autruche, qui sont un pur effet de mode. Absolument. À plusieurs milliers de kilomètres, ou bien l'ivoire, et tu te retrouves avec une catastrophe écologique. La disparition d'une espèce, pratiquement. Parce que la noblesse ou la bourgeoisie a décidé que c'était beau. Absolument. Et que ça peut passer mal. Revenons aux Zneta, puisque je ne sais même pas si j'ai encore présenté le podcast, qui est la troisième grande famille tribale, la plus au nord, qui va, elle aussi, exercer le pouvoir sous le nom de Mérinides. Ouais. Voilà. Donc, qui sont ces gens, s'il te plaît? C'est
pratiquement, si j'ose dire, le moteur de l'histoire sourcée. Quand on parle des époques des Romains et tout ça, c'est... On les appelle les zénètes en français. Les zénètes. Les zénètes, les dérivés, les chénètes, chénète, chunta, oulala, mérinide qui nous donne un dérivé méreno, mérenos, c'est une qualité de laine aujourd'hui, oulala. Dans les dérivés et tout, oulala, c'est des choses qui ont laissé leur trace dans l'histoire et on a vraiment de quoi vraiment mettre en place et en valeur des choses extraordinaires qu'aujourd'hui appartiennent à ailleurs. Prends-moi cette qualité dite de mérinos, la meilleure qualité de laine, paraît-il, qui existe. Donc c'est des éleveurs. C'est des éleveurs à la base. Mais c'est les gens éleveurs de qui quoi? C'est des éleveurs, des nomades, des pasteurs, pardon, on l'a dit semi-nomades à l'origine. Mais c'est les habitants de l'extrême nord de toute l'Afrique. De Tanja, pratiquement jusqu'à Alexandrie, en Égypte. Ce sont des cavaliers aussi. C'est des cavaliers, ils ont structuré l'histoire. Il y a une mode de monter le cheval à la zénith. Ils étaient toujours au front parce qu'ils sont liés à la mer, surtout, depuis les plaines aujourd'hui qu'on appelle Chaouia, Kala, quand on parle des Bourwata, c'est des Znata. On trouve d'ailleurs des traces toponymiques un peu dans la plaine de Chaouia, de Kala, de Kaza, vers le nord, ça parle Tetmelil, c'est l'accent Znati, clair et net. Ain Harrouda, c'est de l'accent Znati, clair et net. Alors, pour avoir les idées claires, Sahara, Snaja, voilà, montagne. Smoda, montagne du Haut Atlas, pas le Moyen Atlas. D'accord. Moyen Atlas, Snaja. Snaja, plaine. Et les plaines, t'as le nord, t'as l'Espagne, Znata. D'accord. Dans le découpage géographique d'origine, oui. On avait dit que les groupes après ont bougé dans tous les sens. On trouve des Snaja dans le nord, des Msmoda dans le nord, et l'inverse des Znata dans l'anti-Atlas ou dans le sud-est, etc. Mais justement, la toponymie, les noms des lieux, ils laissent des traces de passage à un moment donné de l'histoire. Soit à un moment donné de l'Antiquité proche, c'est-à-dire documentée, soit au moment de ces grands mouvements des grandes dynasties avec l'Alaouiyyin ou l'Assadiyin ou l'Almoahidin ou l'Almorabitin. À chaque fois, il y a des chamboulements, des mouvements dans l'espace selon les alliances. Alors on va parler un peu politique. Les Znatas sont très présents en Andalousie. Oui. Vous avez déjà dit ça, mais pourquoi? Parce qu'ils sont les plus proches de la mer, ce sont les acteurs de l'histoire de l'Andalousie. Quand quelqu'un s'échappe de Damas, le dernier calife des Umayyads, Abdurrahman Dakhili, s'échappe tout seul, il va chez sa famille maternelle à Cordoba et elle crée ce qu'on appelle le califat Umayyad. Alors, les recherches de l'époque coloniale sont dans un cœur joie, en croyant que les Umayyads, c'est le pays du Cham qui se déplaçait en Andalousie alors qu'il s'agit d'un seul, reçu par les Znata et surtout leur chef qui s'appelle, et d'ailleurs c'est très documenté chez Ibn Khaldoun, qui s'est basé sur d'autres documents antérieurs, le Mansour bin Abi Amir, le chef de Znata de Cordoba, qui installe ce khalifa Umayyad de Cordoba pendant 70 ans à peu près. Alors à la décharge des Français, on est à la veille des à la décharge des Français et des historiens, comment tu veux que quelqu'un qui s'appelle Mansour bin Abi Amir soit Znati dans un premier niveau d'analyse? Bonne question. C'est comme si tu me dis Philibert Durand est un Peul. Marocain. Ouais, est un Peul. Moi, je veux bien, mais à partir du moment où il a commencé à s'appeler Philibert Durand, mon premier réflexe, c'est de le lier à la France. Justement, et regarde. Donc, ce Mansour bin Abi Amir. Abi Amir, tu le colles au Cham. Alors, je dis deux choses. Par exemple, quand je trouve quelqu'un de Côte d'Ivoire qui s'appelle Robert, qui est chrétien. Non, mais ça, on a compris. Mais le système d'appellation religieux. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que les spécialistes savent, c'est que les écrivains, les historiens, quand ils écrivaient, ils avaient une manière de nommer. Par exemple, Ahmed ibn Khalid al-Nasiri. Mais on trouve toujours Abou al-Abbas Ahmed ibn Khalid al-Nasiri. Mais Abou al-Abbas n'est jamais utilisé dans la vie courante. Tout simplement, toute personne qui s'appelle Ahmed est surnommée Abou al-Abbas. Ah bon? Ah oui, dans les écrits, on a des Abou, on a des prénoms, et chaque prénom est surnommé par Abou Kada. Mais c'est absolument pas courant dans notre vie quotidienne. Mais pour les auteurs, c'est des surnoms qu'ils rajoutent. Alors, quand tu vois la... Eh ben, parlons des Abou, les sultans mérinig, Abou al-Hassan, Abou Oui, Inan. mais c'est des surnoms d'auteurs. Mais c'est absolument pas les noms usuels. Comment la maman de Abou Inan l'appelait? Ah, peut-être elle l'appelait Bou'anan, tout court. Mais ça devient Abi Inan. Bhal d'abord, Bourgreg, ça devient Abi al-Qraq. Bourqnadil, ça devient Abi al-Qanadil. Ce qui est un abus d'écriture. Le problème, on applique les règles de l'arabe sur Tamazirt, sur Darija, et ça colle pas. Ça donne Ça dévie un petit peu les licences. Mais je te dis, il y a une chose, une sorte de kniya. Toute personne, attends, ça va, Suleiman, Sultan Suleiman, Abu Rabi',
toujours Abu Rabi' C'est Suleiman. Suleiman. Moulay Slimane, début du 19e siècle. Ah, le confiné, Ouais, là, celui qui a. qui a confiné le Maroc. Ah oui, absolument. D'accord. Abu Rabi' Suleiman. Donc, toute personne qui s'appelle Slimane est surnommée Abu Rabi' par les auteurs. Peut-être les gens du savoir avaient une tradition de code entre eux, de langage, de manière de parler entre eux, probable. Mais c'est absolument pas quelque chose de courant dans la société ou dans la vie quotidienne. Alors, et peut-être ça a troublé certainement les orientalistes, peut-être, mais aussi cette confusion de non-arabe. Donc non-arabe égale musulman, non-musulman égale arabe. Vous voyez, comme le Robert que je rencontre en Côte d'Ivoire et qui est chrétien, mais né suédois, né français, né italien, Roberto. Ses parents lui ont donné un prénom chrétien. D'accord. C'est au nom de la religion. On a compris, mais moi je parlais créé... vraiment d'un premier niveau d'analyse. On a appris par exemple que l'un des généraux almohades les plus illustres, Fasca. Oui, qui est connu. Abu Hafs. Voilà. Abu Hafs Omar. D'ailleurs, c'est le nom des compagnons. Voilà. Toute personne qui s'appelle dans l'histoire Omar est toujours précédée par Abu Hafs. Métaphore qui désigne Omar ibn al-Khattab. Bien sûr. Abu Hafs. C'est un système d'écriture chez les savants de l'époque. Et lui, sa maman l'a appelé Fasca. Il s'appelle Fasca. Fasca parce qu'elle est née le jour de Tafaska al-Idhiya. Revenons aux Znata. Alors, qu'est-ce qui les caractérise? Donc, je te dis les principaux acteurs de l'histoire, surtout quand ils sont liés à la mer Méditerranée. Donc ils ont toujours été les histoires de Phéniciens, de Romains, etc. À mon avis, ça a toujours été une histoire avec les Znata. Ils étaient présents en Espagne bien avant l'arrivée de l'islam. Parce que ce détroit, ce Zuqaq, est un passage dans les deux sens. On a vu comment les Vandales arrivent de l'extrême nord. Ils traversent... Dans les deux sens, d'ailleurs. Dans les deux sens. Ils traversent jusqu'en Tunisie, jusqu'à Malte. Et puis ils repartent et ils s'installent. Leur dernière installation, c'est l'Andalousie. Donc, ce Zuqaq, je veux dire, le traversé de part et d'autre, c'est... Je vais le dire différemment parce que moi-même j'ai mis du temps à le comprendre. Donc peut-être que aujourd'hui, dans les espaces politiques, religieux, géographiques, ce bout de mer semble un mur, parce que déjà il y a un mur, politiquement, etc. Mais dans un autre temps, c'est un simple bras de 15 km que les gens traversaient sans grande difficulté. Absolument. Et c'est difficile avec les yeux d'aujourd'hui, où tu changes complètement de continent, je ne sais même pas si la notion existait, où il te faut des visas, des machins, etc. Là, c'est difficile d'imaginer. Donc aujourd'hui, on parle de la traversée de Tariq ibn Ziyad comme étant une sorte d'exploit extraordinaire. Voilà, alors qu'il faut le voir comme un wed. Absolument. Voilà. C'est de l'évident. Voilà. C'est de l'évident. Ça, il faut le rappeler. Parce que c'est dur d'enlever les yeux d'aujourd'hui pour regarder hier. Oui, c'est très dur. La proximité géographique, d'ailleurs, au niveau de la Méditerranée, la Tunisie avec la Sicile, la Libye avec Malte. Je veux dire, la proximité géographique c'est tellement proche que normalement, je dis l'histoire de Rome avec l'Afrique. Oui, mais ce qui s'est passé au XXe siècle, mais des limites. Tu as les mêmes limites d'ailleurs pour les gens qui ont grandi comme moi dans le XXe siècle, où tu avais un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, où tu avais l'impression qu'entre la RDA et la RFA, ce sont deux mondes très différents. Et qu'ils ne seront jamais réunis. Voilà, alors qu'il était avant et qu'ils le sont à nouveau aujourd'hui. Absolument. Revenons aux Znata. Qu'est-ce qu'on a de Znati chez nous, là? Donc, on a les Borwata, par exemple, ou la dynastie des Mérinides, et ils sont distingués par leur accent. C'est pour ça qu'on dit l'accent du Rif, c'est un Znati, donc on continue comme ça. Le switching se trouve au niveau de Taza, parce que pratiquement de la côte atlantique jusqu'à la frontière algérienne, et ensuite de la Méditerranée jusqu'au Moyen Atlas, là où se croisent la montagne du Rif et la montagne du Moyen Atlas au niveau de Taza. La trouée de Taza, ils appelaient ça. La trouée de Taza, justement, les Français l'appelaient les trouées de Taza parce que c'est ce couloir. C'est un couloir, c'est un passage obligatoire, la géographie l'impose, la montagne l'impose, et justement, c'est une zone de switching code. Ce que tu es en train de dire, c'est que contrôler Taza, c'est contrôler aussi les mouvements, quoi. Oui, c'est énorme, c'est pas simple. D'ailleurs, vers l'oriental, l'occidental, comme il avait divisé, l'IOT avait divisé le Maroc oriental, le Maroc occidental au début, entre 1912 et 1914. Il y a ensuite un mouvement nord-sud, c'est-à-dire entre la montagne du Rif et le Moyen Atlas, où on a Tamazir du Rif et Tamazir du Moyen Atlas. Parce que le Rifin, comme terme utilisé pour désigner cet accent de Znata, il date à peine de 1924-25 à peu près, quand quelqu'un, un officier des affaires indigènes, avait fait un manuel de Rifin comme ça, en se basant sur les prisonniers, parce qu'elle préparait une sorte de
de glossaire à l'usage des officiers avant la grande offensive contre Mohamed ibn Abdelkrim Khattabi. Mais originellement, authentiquement, les gens du Rif disent, je parle Tmaziart, comme ils disent aujourd'hui, c'est-à-dire je parle Rif. Non, c'est un terme nouveau qui n'a pas existé jusqu'en 1924. C'est pour ça que cette manière aujourd'hui de distinguer les choses ne sont pas un fruit de l'histoire, il y a juste un fruit d'une lecture coloniale. Un vocabulaire qui s'est installé au fur et à mesure et beaucoup de chercheurs, malheureusement, l'ont reproduit en croyant que c'est effectivement historique, c'est exactement cela, la réalité, alors que, loin de là, je veux dire, le passé est historique. Donc on dit cet espace de Znata qui est occupé de tout le nord, ça nous a donné par exemple les Bourguata ou bien la dynastie des Mérinides, la dynastie de l'opulence par excellence. Ils ont structuré complètement l'histoire de l'Andalousie parce que c'était la population la plus majoritaire, bien sûr avec les Almoravides, il y a les Snahaja qui vont s'installer ou les Znaga, avec les Almohades et les Msmouda qui vont s'installer, mais les Znata restent toujours en filigrane des trois dynasties et c'est pratiquement, à mon avis, la bureaucratie qui a accompagné et les Almoravides et les Almohades et bien sûr, c'est la bureaucratie qui prend un peu le pouvoir avec une sorte de coup d'État interne entre les Almohades et les Mérinides. Il y a un mouvement, bien sûr, tribal, mais il y a aussi, surtout, une bureaucratie. Et entre les Mérinides aussi, c'est la bureaucratie qui prend le pouvoir. Même entre les Almohades et les Mérinides, c'est également pareil, sauf qu'il a, c'est accompagné. Alors les Mérinides sont très importants dans notre histoire. Les Mérinides ont pris Fès, ils en ont fait capitale. Ils en ont fait une capitale. Ça s'explique qu'ils se rapprochent un peu de leur base territoriale au niveau du nord, contrairement aux Msmouda qui sont restés à Marrakech après les Almoravides. On va le dire à chaque fois qu'on a l'occasion de le dire, c'est eux qui réécrivent l'histoire avec l'aventure de Moulay Idriss, c'est eux qui... C'est une période d'opulence. Qui mettent un sens politique au chérifisme. Absolument, et même au niveau de la production historiographique. Je dis, cette période est... c'est une période d'opulence, c'est en même temps la perte de d'Andalousie, c'est le début des catastrophes. Donc comment ça peut être les deux à la fois? L'opulence et la catastrophe, justement. Et c'est ça qui est intriguant parce que, par exemple, au niveau des minaret des mosquées, chez les Almoravides et les Almohades, on ne trouve pas ce zouaq dans la façade. C'est un cachet mérinide. Justement, chez Mérinide. C'est un cachet mérinide. Là, je l'ai dans la façade. Avant, on le mettait à l'intérieur, on le faisait dans les maisons, dans les zouaks, etc. Il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la façade, non. C'était pas le cas. Avec les Mérinides, ça commence. Et je crois qu'il y a quelque chose de philosophique là-dedans. C'est comme dans les Médinas où on voit les grandes demeures, mais on ne comprend pas qui est riche, qui est pauvre à partir de l'extérieur. Ça reste sobre, pratiquement tout le monde est égal. C'est à l'intérieur qu'on découvre la richesse. Tu es en train de nous dire que les Mérinides et les Znata sont bling-bling? Non, pas forcément les Znata, c'est à un moment donné de l'histoire, en tout cas, sont arrivés peut-être à ce bling-bling et qui était le début de leur fin. Alors restons dans la culture. Tu nous as dit que Haïdous était Snaji. Ahwesh, Smoudi. Donc j'imagine que Rgada, l'Alaoui, le Ghazbash, tout ça c'est Znati. Absolument. D'accord. Absolument. Alors, et surtout, ce qui est intéressant, c'est le switching chez les Bni Warayn, par exemple, qui sont à cheval juste à côté de Taza. Et ben, ils ont un Ahidus plus proche de l'Alaoui que, tu vois, on voit les influences. Comment l'Ahidus de Bni Warayn, ça n'a rien à voir avec l'Ahidus de Zayan. Pourtant, c'est la même. Bien sûr, c'est ce qu'on a dit au début du podcast. Tous ces gens s'influencent, commercent, cohabitent. Ah oui. Alors, Zneta, donc on a parlé également de la cavalerie. C'est quelque chose dont on peut retrouver jusqu'à l'époque romaine, la fameuse cavalerie zénète. Zénète ou numide aussi. Numide, zénète. Oui. Avec une technique de charge. Une technique de monter le cheval. Tout à fait, d'ailleurs, ça existe encore dans la langue. Ça existe encore. Dans la langue française. Monter à la zénète, ouais. Monter à la zénète, ça existe encore, je pense, j'ai vu ça quelque part. Jinete, dans la langue espagnole, pour le cavalier, beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis... Alors, est-ce qu'au niveau, pour rester dans la culture et l'artisanat, est-ce que, par exemple, le travail de la laine, c'est quelque chose de zénète? Je ne sais pas, je pose la question. Non, la laine, c'est général. C'est général. Alors, pourquoi mérinos, j'imagine. Ah non, oh là là. Non, en épulchant un dictionnaire historique de la langue espagnole, je trouve parmi les métaphores utilisées dans la langue espagnole pour parler du collecteur d'impôts, il y a le mot merino. Et ça m'a fait tilt. Parce que justement, curieusement, le Morabitine, on sait pourquoi ils ont été appelés comme ça. Le Mouahidine, on sait pourquoi ils ont été appelés comme ça. Mais le Marinier, on a toujours du mal à comprendre, mais quoi? C'est quoi? C'est une tribu? Non, c'est le nom d'une tribu. Par contre, c'est un nom de famille. Et moi, je penche plus vers une fonction. Justement, c'est pour ça que je parlais de la bureaucratie et de leur domination de l'histoire espagnole, de l'Espagne.
fonction, je crois. C'est-à-dire, Bah, si, le dictionnaire historique de la langue... c'est la dynastie des inspecteurs d'impôts. Bah oui. Si le dictionnaire historique de la langue castillane te dit que parmi les métaphores utilisées dans cette langue à un moment donné de leur histoire pour désigner le collecteur d'impôts par merino, et on a cette qualité de laine qui s'appelle merinos, qui aujourd'hui vend des couvertures en laine très prisées. D'ailleurs, c'est une américaine, hein, c'est une marque américaine. Et c'est tracé, hein, cette race de moutons qui nous donne cette qualité de laine est passée de l'Espagne aux États-Unis, et les États-Unis ont fait un business énorme. C'est une qualité de mouton d'une laine de montagne, parce que aussi on a des catégorisations là, des races de moutons au Maroc. On parle de la plaine, hein, on dit automatiquement sardi, hein, c'est le mouton de la montagne. C'est un mouton znati, le sardi. Pardon? C'est un znati, le sardi. Non, il est chaoui, il est la plaine. Enfin, aujourd'hui, on dit il est chaoui, surtout chez les Bnimskines. C'est un mouton de la plaine. Pourquoi? Parce qu'il a les pattes hautes. Mais le mouton de la montagne, il est haut. Le mouton de la montagne, il est petit de taille, il est rouge. Il est un peu rouge ou mzambeg au niveau du visage, et on appelle la race Temhadit. C'est tout le Moyen Atlas. Et on l'appelait la race Temhadit. Et on a le bergui, celui qui a la face blanche, celui de l'oriental et des steppes. Mais il se distingue au niveau de la taille, parce que chaque animal arrive à s'adapter à son environnement. Tu prends sardi, tu l'amènes en montagne, il meurt. Mais le mouton de la montagne, il a sa laine distinguer celui de la plaine, parce qu'il fait très froid, et donc comment dirais-je, sa laine, elle est plus épaisse, et c'est une qualité supérieure. C'est pas ça, c'était un bonus. Je ne pensais pas qu'au milieu de ces podcasts tribus, on allait avoir droit à un bonus sur les races de moutons. Bah ça, c'est notre ministère de l'Agriculture depuis je ne sais pas combien de temps, quand on a classé. On a une sardi, on a de la race Temhadit visage rouge, le bergui blanc, le berghiya, barqa, de l'oriental des steppes, et on a Demman du Sahara qui est adapté également au climat saharien et qui peut y survivre. Tu amènes une autre race, il galère énormément. Et on a également réussi le grand chelem, c'est parler de nourriture à chaque podcast. Merci Mustafa. Merci à vous, c'est un plaisir. Petite parenthèse, moi à chaque fois que je vais dans les restaurants européens, français en particulier, où ils te parlent du bœuf machin charolais, je me dis on devrait faire pareil et les marketer. Des côtelettes de sardines qui sont et développer toute la dialectique que font les gastronomes européens sur ces produits-là en disant Hada, il a le sel de la mer parce qu'il a grandi sur les coteaux du vent, du machin, etc. Les professionnels des bouchers. Non, les professionnels des bouchers. Oui, mais ça reste dans un microcosme. Microcosme. Par exemple, les gens du Nord achètent énormément les moutons Temhadit du Moyen Atlas. Pourquoi? Allah alam, ils ont trouvé que c'est l'idéal pour eux. J'ai une question sur les znats. Il y a énormément de littérature qui décrit leur prise de Fès comme étant un moment de l'histoire où presque eux ne s'y attendaient pas à prendre la ville de Fès et ils n'étaient pas prêts, en tout cas ils n'avaient pas d'idéologie pour prendre le pouvoir. C'était pas un plan, ils ont dû fabriquer leur légitimité a posteriori. C'est un super podcast de ton ami Titsao qui nous a expliqué ça. Et très vite, on se retrouve devant une dynastie opulente, raffinée, avec beaucoup de production littéraire, beaucoup de production d'écrits, beaucoup de production également en termes d'œuvres d'art. C'est la période mérinide. Voilà, c'est la période, exactement. Voilà. Donc, or, au début, on les présentait comme des gens plutôt frustres, qui n'avaient pas le corpus idéologique pour exercer un rayonnement intellectuel. Voilà. C'est pour cela on passe de l'un à l'autre très vite. Voilà. C'est la même dynastie. Hein. On parle de 100 ans. Hein. C'est arrivé. Hein. C'est pour cela que j'ai pensé à la bureaucratie qui joue un rôle très important, qui est d'origine zénète. Mais c'est arrivé avec les Saadiens. Quand les Saadiens arrivent à Fès, ils sont encore un peu frustes, l'état fruste, donc ils ne connaissent pas encore les mœurs. Et ils récupèrent tout le sérail, des Wattassides, des Mérinides, pour les cuisines, pour le service d'ordre à l'intérieur du palais, etc. Et c'est comme ça qu'ils se raffinent petit à petit, comme on dit, c'est-à-dire ils intègrent les mœurs du pouvoir et le fonctionnement de Dar al-Makhzen de l'intérieur par la récupération des anciens. Ça, c'est noté, je veux dire, c'est écrit dans les sources et c'est très intéressant parce que toujours, malgré les ruptures, on en avait parlé, malgré les ruptures, il y a toujours une récupération. On regarde aujourd'hui même dans les coups d'État, dans les pays, plein de trucs, etc. On récupère toujours. Je veux dire, on ne fait pas table rase. C'est on récupère et puis chacun y va de sa manière pour
améliorer selon sa perspective. Et c'est l'occasion de rappeler également que les évolutions sociales, culturelles, de mentalité vont très vite. Il suffit de regarder dans nos familles, sur 3 générations. Absolument. Mettez les 3 générations côte à côte. Chez Aïd, مثلاً, si elles sont toutes là, ou bien 4, si vous avez les moyens, c'est encore mieux. Et regardez à quelle vitesse on passe d'un modèle à l'autre. Donc, ça ne peut-être pas avec la même vitesse, parce qu'aujourd'hui, la technologie accélère peut-être le processus, et l'urbanisation, etc. Mais peut-être qu'au Moyen-Âge, il y avait également des évolutions très rapides d'une génération à l'autre. Entre un Znati pasteur qui prend le pouvoir et son fils qui grandit dans l'exercice du pouvoir à Fès, il doit avoir des écarts extraordinaires. Et bien justement, c'est l'accumulation. Et c'est la notion de transmission. Alors, si on parle aujourd'hui de rupture entre générations à cause de la technologie, parce que la chaîne de transmission ne se fait plus de la même manière. C'est pour ça qu'une génération, les gens qui ont aujourd'hui 50, 40 ou 60 ans, connaissent des choses que les enfants ou là, les jeunes de 20 ans ne connaissent pas du tout, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de transmission de certains éléments hérités par la génération de 40 à 60, qui ne l'a pas transmise à 20 ans, et on s'étonne qu'il l'ignore. Mais c'est normal, puisque celui ou celle de 20 ans aujourd'hui est plus connecté sur la transmission par réseau que par la transmission orale familiale lors des grands rassemblements où on évoque et le passé et le présent. Au niveau culturel, au niveau linguistique, le Znati, c'est Talifit. C'est l'accent du Rif aujourd'hui. D'accord. Si on déborde un peu du Maroc, c'est pas notre vocation, mais on a le droit, la Kabylie par exemple, c'est un espace Znati. Ils sont mixés, c'est de l'espace Znati absolument, parce que de l'autre côté on est Chaouia, juste du côté de la frontière, côté Tlemcen, je veux dire où on parlait, d'ailleurs ils utilisent le mot Shilha pour leur parler, côté Bnisnous, c'est-à-dire les cousins, là, les frères de Bnisnas de l'autre côté, parce que bon, c'est l'histoire de frontière encore de l'absurde, c'est-à-dire tout le sud-ouest, limitrophe de Tafilalt, de Oujda jusqu'à Tafilalt pratiquement, c'est la même manière de parler. On a le Znagé un peu côté saharien, et plus on monte vers le nord, on a cet accent Znati. Et tu peux aller jusqu'à Tataouine en Tunisie, Douiret, Chnenni, etc., qui gardent encore Tekrouna, côté Tunis, pas loin, à 80 km à peu près, qui ont gardé des accents qui renvoient justement soit à Znaga ou Snahaja, les Sahariens, soit aux Msmouda, les sédentaires, soit aux Znati, les pasteurs, ou là, les semi-nomades. Ben écoute, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Eh ben, on a les traces, quels que soient les changements survenus au niveau des langues, de la manière de parler, la toponymie, les noms des lieux, les noms des tribus, etc., nous aident, en tout cas en tant que spécialistes, à essayer de comprendre et à localiser les grands mouvements qui ont eu lieu des tribus, parce qu'il y a eu des grands mouvements au niveau spatial, et on a beaucoup de mouvements côté Sahara vers le nord ou côté Méditerranée vers le sud. C'est le mouvement, grosso modo général, par exemple, dans toutes les tribus qu'on voit dans le Moyen Atlas, ça renvoie toujours à une migration ou un mouvement à un moment donné localisé, à l'époque al-Mouhad ou à l'époque saadienne, ou au 18e, ou au 14e, ou au 16e, et en général ce mouvement toujours du sud vers le nord, comme quoi... Qui n'est pas arrêté d'ailleurs par les... Tu peux même le poursuivre jusqu'en Europe, avec les migrations du XXe siècle. Oui, voilà. Ça déborde toujours. Alors un petit bonus, je vais te proposer des noms de tribus très célèbres au Maroc. Et tu vas nous les lier à une de ces familles. Je vais essayer, allez-y. Les choses qu'on connaît quand on n'est pas... Il ne faut même pas être un urbain marocain. Bniznessin, مثلا. Znasen, c'est Znata. Zemmour. Snahaja, Znaga. Et Mais ils ont des traces, dans l'accent, ils ont des traces de Znati. Les traces C'est pas aussi Znati, simple. traces Znati, c'est Jojo. On dit, dans la langue, on dit Jojo. Ceux qui associent le Jim et le Del, c'est Jojo, comme Jamel. Oui, bien sûr. C'est l'accent Znati. Eitata. Znaga, ou Snahaja. Shtuka. Shtuka Itbaha, Smoda. D'accord. Temsna, la plaine. C'était Znata, au début, c'est devenu Snahaja, devenu Msmoda. On en trouve des résidus dans Darija, dans certains termes techniques, etc. Quoi d'autre? Zayan, Snahaja. Eitzroshin, Znata, mélangé à des Znaga. Eitzroshin, ils sont des Mouzar Kandar, pratiquement, jusqu'à Tel Sint, jusqu'aux portes de Taza. Donc, c'est l'une des grandes confédérations qui débordent sur les steppes, au niveau du Moyen Atlas et aux portes de Fès. On a Jbel Ayashi, c'est une tribu Aïth Ayash, qui sont côté de Midelt, mais on a un petit groupement à 10 km de la ville de Fès, à peine,
Ils parlent toujours le même... Alors, malgré leur mouvement dans l'espace à un moment donné de l'histoire, mais ils ont toujours le même accent que Ait Ayyash 2000. Ils ont le même mahidous jusqu'à aujourd'hui. Donc, Snaja. Snaja. Par exemple, des fractions de Ait Atta installées côté Mknas, Ait Wellal ou des trucs comme ça, ils gardent pratiquement à peine ensemble des petites retouches liées, par exemple, à leur contact avec leurs voisins, qui sont des Zmour d'un côté, des Grouan d'un autre, ou du Ait Ndir. Donc on sent il y a une interaction avec la Hidous locale, mais ils gardent toujours la structure ou la base de Hidous d'origine des Ait Atta. Alors qu'ils sont à côté de Mknas, ça fait une génération, au moins 2-3 siècles. Alors, merci beaucoup, Mustafa, pour ce podcast sur les Zneta. Merci pour l'ensemble de ces 3 podcasts. On va quand même rappeler que c'est important qu'on n'est pas en train de parler de population étanche et de réalité incontestable. On est en train de parler de famille tribale. On est en train de parler de ce qui fait qui on est, en grande partie. N'est-ce pas, Mustafa? Presque. On essaie. Ben, reste pas loin, parce qu'on a encore besoin de toi très vite. Merci, avec plaisir. Salut, les amis. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.